Bonjour. Alors, nous sommes heureux d'accueillir cette masterclass sur comment produire une comédie musicale avec le grec, groupement de recherche et d'essai. C'est ça? Groupe de recherche et d'essai cinématographique qui œuvre depuis près de 50 ans, avec près de 1000 films, premiers films produits, accompagnés. Voilà, donc Amuto qui est à la tête depuis 5 ans, voilà, va conduire cette masterclass, et nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir parce que déjà au festival on reçoit très souvent des films du grec. On en a sélectionné dans des compétitions, encore cette année, aussi des compétitions internationales, je crois expérimentales aussi. Et à chaque fois, on est assez ébloui par l'audace, les exigences formelles, jamais au détriment de la narration, enfin plein de choses. Je trouve qu'il y a une grande richesse, une grande intelligence dans la manière de produire ces films-là. Et avec quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui en lien avec ce film qui s'appelle Blinis. Donc je ne vais pas accaparer la parole plus longtemps et la passer d'abord à Amuto. Merci. Et merci beaucoup. Alors, dès le début, je voulais remercier le Festival d'Aix, vous remercier de nous accueillir ici, le grec, et remercier particulièrement Laurence Vivarelli, qui donne une grande place au grec cette année, puisqu'effectivement, il y aura cette masterclass suivie d'une carte blanche. On va vous présenter un certain nombre de films réalisés au grec. Et en fait, pour raconter rapidement l'histoire du grec, c'est un lieu qui a été créé par une rencontre, en fait. C'est une rencontre, il est né d'une rencontre entre Jean Rouch, réalisateur donc, et deux producteurs, Anatole Dauman et Pierre Bromberger. Et il est né en 69, donc juste après 68, avec l'idée de permettre à qui le souhaite et qui le désire de réaliser son premier court-métrage. Ils ont réussi à convaincre les institutions, en l'occurrence le CNC, de donner une subvention à ce lieu. Et donc depuis 50 ans, puisque le grec aura 50 ans l'année prochaine, ce lieu continue de produire des premiers courts-métrages. Vraiment la particularité de ça, c'est qu'il n'y a aucune contrainte, que c'est vraiment accueillir le désir d'un réalisateur ou d'une réalisatrice de faire un film, d'essayer pour la première fois, de tenter, d'expérimenter, à l'endroit où il a envie de le faire. Ça veut dire, ça peut être formellement, mais c'est aussi dans une narration qui peut-être sera différente de celle qu'on voit partout tout le temps. Voilà, donc nous on donne une bourse, il y a des groupes de professionnels qui choisissent les films, essentiellement sur scénario, et une fois que les projets sont choisis, ils sont accompagnés par une équipe au grec de permanents, ils sont accompagnés du scénario jusqu'à la diffusion du film, avec quelquefois un appel à des consultants professionnels quand on estime que c'est nécessaire d'avoir un accompagnement un peu plus fort et un peu plus lourd, notamment au moment du scénario ou au moment du montage. Voilà, il y a plein de manières. Aujourd'hui, on a accru le nombre de dispositifs, comme on dit, de production au grec. Donc il y a à la fois ce qu'on appelle des collèges qui donc existent depuis le début, qui sont un choix sur scénario. On a aussi mis en place une commission de sélection sur rush, c'est-à-dire que des gens qui ont déjà tourné et qui n'arrivent pas à finir un film ou qui ont envie d'un accompagnement pour le finir peuvent postuler à cette commission, et à ce moment-là, on donne une subvention un peu moindre, une bourse un peu plus légère, et on accompagne le film jusqu'à la sortie. On a mis en place une résidence avec le musée de l'histoire de l'immigration, par exemple, qui est aussi une bourse de vie, en fait, pendant 6 mois, et qui permet à la fois à un réalisateur de poursuivre son projet en étant accompagné financièrement, et aussi de réaliser le film qui est produit en fin de résidence. Voilà, je ne vais pas vous décrire peut-être tous les dispositifs du grec, vous pouvez les trouver détaillés sur le site, mais en tout cas vous dire que la chose importante, c'est qu'il est très lié aussi au milieu du cinéma, c'est-à-dire qu'il est accompagné bénévolement par des producteurs, des réalisateurs, des scénaristes, des techniciens qui sont là depuis les débuts et qui continuent d'être là et qui passent la main et qui passent leurs équipes aussi sur les premiers films. Donc il y a vraiment une espèce de nébuleuse grecque qui fait que je crois les réalisateurs se sentent vraiment soutenus quand ils viennent faire un premier film dans cet endroit. Voilà, et alors donc aujourd'hui on avait envie de vous raconter comment se fait un premier film au grec, en tout cas celui-là, qui est vraiment très particulier puisque c'est une comédie musicale. Qu'une comédie musicale, ça demande des moyens normalement beaucoup plus importants encore que certains autres films. C'est encore plus compliqué
à produire. Il n'y a pas plus d'argent pour autant au grec pour ce genre de projet. Mais il y a des réalisatrices comme Diane qui ont envie, qui déploient toute leur énergie et tout leur désir pour le faire. Voilà, donc on voulait vous raconter comment ce film s'est fait, comment il a été suivi en production. Donc il y a ici Marcello Cavagna qui est chargé de production au grec, Diane Weber-Seban qui est la réalisatrice et bientôt qui va arriver dans 10 minutes, Lucille Mercier qui est la chef opératrice du film. L'idée c'est de vous montrer vraiment l'endroit de la fabrication avec les spécificités de ce film, donc encore une fois de ce qu'est la réalisation d'une comédie musicale, ce que ça signifie dans la musique, dans la chanson, voilà, je ne vais pas vous le dire d'avance puisque c'est l'objet de cette masterclass. Mais l'idée, c'est vraiment de vous faire rentrer au cœur de cette fabrication. Voilà. Et donc, vous pourrez voir, donc vous allez avoir là cette rencontre qui va être menée par Marcello, Diane et Lucille. Et puis, il y a à 16h une carte blanche au grec que nous offre le festival, qui présentera d'abord le film dans son entier, donc Blinis. Et ensuite, il y aura 4 autres films du grec qui correspondent justement aux différents dispositifs d'accompagnement qui seront présentés à la suite de Blinis. Voilà. Donc je ne sais pas, peut-être Diane ou Marcello, vous pouvez... Oui, bonjour. L'idée était de rentrer in medias res dans la fabrication en fait, de ce genre particulier qui est la comédie musicale. En attendant Lucille et qu'elle puisse s'entretenir dans le débat avec Diane, on déplacera en fait l'ordre qui était prévu au départ. On rentrera d'abord, puisqu'on avait dessiné cette séance en 3 parties, on commencera par une partie centrale ou la deuxième qui concerne la musique. On attendra Lucille et on reviendra donc aux choix liés aux optiques, à la lumière et à la caméra. Et à l'image, plus tout simplement, et on passera à la fin à disséquer la mise en scène et la mise en l'espace qu'une séquence, comme celle qui est matrice dans l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, sera présentée 2 fois. On projettera en fait l'extrait 2 fois. Et après, on laissera place à des questions si jamais il y en a. Évidemment, c'est Diane qui maîtrise de bout en bout la fabrication de ce film et elle va vous expliquer par la musique comment elle a commencé. Bonjour et merci d'être tous ici. Effectivement, du coup, l'idée, en attendant la chef opératrice, c'est de commencer par la musique, tout le travail qu'il y a eu sur la musique, puisqu'évidemment, pour une comédie musicale, c'est important. J'ai eu l'aide aussi de la SACEM pour ce film qui était très importante aussi pour pouvoir travailler avec un compositeur soutenu par la SACEM qui s'appelle Adrien Dunfeld et avec qui on a beaucoup travaillé donc, en amont du tournage évidemment pour enregistrer toutes les chansons qui seront ensuite projetées lors du tournage en playback. C'est-à-dire que les comédiennes vont chanter pour de vrai, mais c'est pas ça qu'on entend à l'image ensuite. Pour commencer, peut-être on peut... En fait, au tout début, il y a eu déjà le choix du compositeur, évidemment, qui devait être décidé. Moi, j'avais travaillé avec une compositrice anglaise lors de mes études à Londres, avec qui j'avais envie de continuer, donc je lui avais proposé le projet. Après, comme elle ne parlait pas français, ça aurait été un peu compliqué. Du coup, j'avais envie de vous faire écouter 2 petits extraits à chaque fois. Il y avait une autre compositrice aussi à un moment donné. Donc on va entendre un petit extrait qui était ce que j'avais commencé à travailler avec la compositrice anglaise, puis juste les débuts des chansons pour pas que vous ayez 3 minutes à chaque fois. Mais ensuite la version qui est dans le film. Et pareil, ensuite une autre version d'une autre compositrice avec une autre chanson dans le film. Donc à chaque fois, vous avez... la compositrice qui n'a pas été choisie et le compositeur qui a été choisi. Et voilà, je pense qu'on peut commencer par là, comme ça on commence en musique. Comment vas-tu, ma sœur? Ça fait si longtemps. Comment vas-tu, ma sœur? Ne perds plus le temps. Raconte-moi-tu un petit jour, ma princesse? Et mes cœurs chéris. Donc ça, c'est bon, évidemment, c'est une maquette.
cette compositrice est anglaise, vous entendez, elle essaye de chanter en français, c'est déjà très sympa de sa part. Et, et dans l'extrait qu'on va ensuite avoir, c'est la version définitive, sachant que le compositeur avec qui j'ai finalement travaillé faisait pareil. Il m'envoyait les maquettes avec sa voix dessus avant qu'on l'enregistre avec les comédiennes, de façon à ce que je puisse savoir où se placer les mots en fait sur sa mélodie. Donc on peut entendre. À ce sujet, tu peux dire aussi les mots d'où elles viennent, vu que tu as eu une partie dans l'écriture des mots. Les mots, ah oui, bah, c'est moi qui ai écrit les paroles. Je n'avais pas donné de consigne au compositeur de les garder à tout prix, puisque le plus important c'était que ça s'inscrive dans la musique qu'il allait créer, et que c'était un échange qu'on avait tous les deux. Donc s'il avait, par sa mélodie, envie de modifier des mots parce que ça sonnait mieux, il avait tout le droit. Et bon, finalement, il a modifié quelques petites choses, mais assez peu, donc voilà. Donc on peut entendre la version qui est dans le film de la chanson que vous venez d'entendre, un peu différente. Ciseaux, pince, brumisateur, peigne, brosse, bassine et tapis. Tout y est. Nous y voilà. Comment vas-tu, ma sœur? Ça fait si longtemps. Comment vas-tu, ma sœur? Ne perdons plus de temps. Raconte-moi tout, mon petit chou, ma princesse. Ne me cache rien, mon oiseau de ta vie. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi on ne s'appelait pas Olga Marina. Une chanson qui s'appelle L'Amoureuse, donc pareil, avec la première version chantée par la compositrice qui est chanteuse d'ailleurs elle-même, et cette fois-ci qui était une Française, et puis le compositeur qui a finalement été choisi. Mais que crois-tu? As-tu seulement déjà aimé? On ne croit au monde de feu que l'autre l'on a senti un jour son cœur s'embraser. Si tu le voyais, si seulement tu l'écoutais, peut-être comprendrais-tu la flamme, la passion, la joie. Mais quel intérêt! Donc la même chanson. Mais que crois-tu? As-tu seulement déjà aimé? On ne croit au conte de fées que quand on a aimé. Si tu le voyais, si tu l'écoutais, peut-être comprendrais-tu la flamme et la passion, la joie. S'il n'est pas présent, mais quel Il y a plusieurs compositeurs et pourquoi j'ai choisi celui que j'ai choisi. Et du coup, la seconde étape, une fois qu'on a choisi le compositeur, c'est évidemment de se mettre d'accord sur les chansons et de trouver la composition qui sera arrêtée. Moi, j'avais envoyé à Adrien sur chaque chanson des références qui pouvaient être des références d'atmosphère, d'ambiance ou plutôt d'air, de chansons. Et par ailleurs, au fur et à mesure de mon découpage, je lui ai envoyé aussi, puisque c'est en fait le lien entre l'image et le son, évidemment, en comédie musicale est complètement tellement lié qu'au fur et à mesure j'écrivais mon découpage, il fallait que lui, dans sa composition, suive les pauses qui correspondaient aux pauses dans la chanson. Et l'un était lié à l'autre, enfin, c'était vraiment assez intéressant de voir à quel point il n'y avait pas un qui précédait l'autre et ça devait marcher main dans la main. Et du coup, je trouvais intéressante là de vous faire écouter la première version de India, qui est donc un petit moment Bollywood du film, puisque c'est une des chansons qui a été le plus compliquée à trouver dans sa texture, parce que la texture du Bollywood n'est pas évidente et qu'en plus c'est des instruments qui ne sont pas du tout dans nos instruments à nous habituels. Et
Et par ailleurs, ce qui faisait Bollywood, on s'est rendu compte avec le compositeur, c'est aussi que les femmes indiennes chantent en hindi avec une voix très très aiguë et très nasillarde. Et bon, bah là, ça serait pas le cas puisque de toute façon, j'avais des comédiennes françaises, elles n'allaient pas chanter en hindi ni avec des voix suraiguës. Donc, on a pris le parti pris de faire un mix des deux. Mais donc, je voulais vous faire écouter la première version et puis la quatrième version qui n'est même pas tout à fait celle qui est dans le film. Voilà, pas en entier non plus, on va faire des extraits parce qu'elle est un peu longue. Changé en fait notamment et c'est parce que là il y avait tout un moment donné où je savais déjà que les filles, les comédiennes, si vous voyez le film après en entier vous verrez, à ce moment-là se déguisent et en fait je voulais qu'on entende que la musique entre comme si c'était une procession indienne qui serait dans la rue et donc petit à petit le son apparaissait et à un moment donné qui devait être coordonné évidemment avec l'ouverture de la fenêtre, donc un geste précis, elles entendent, elles sortent et bon il y a toute une petite chorégraphie et d'ailleurs dans l'image qui a été choisie où on la voit souffler des paillettes, c'est à ce moment-là, donc il fallait que ce soit très très minuté et donc ça demandait pas mal de... J'ai un peu embêté mon compositeur avec cette chanson. Ensuite, c'est plus sur la fabrication elle-même. Donc, on a ça, ce que vous avez entendu, c'est la maquette. C'est ce qu'il m'envoyait à chaque fois. Donc, c'est pour ça que c'est sa voix à lui. Sachant que j'ai 3 comédiennes dans le film, donc pas un seul homme. Donc, évidemment, il fallait se projeter sur des voix de femmes. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur des versions définitives, on a gardé la maquette en termes d'instruments, comme lui, il l'avait enregistré soit chez lui, parce qu'il fait du violoncelle, de la batterie et de la guitare, donc il y avait quand même pas mal déjà d'instruments d'enregistrer, soit avec son ordinateur. Et après, on est allé dans un petit studio presque fait maison, on va dire, pour enregistrer les voix des filles, qui donc, elles avaient les casques sur les oreilles avec la musique et chantaient. Et la première petite vidéo que je vous montrais... Ah oui, j'avais oublié autre chose. Bah, ça, c'est pas grave, ça va s'inscrire dans la même chose. Lors de cette séance d'enregistrement, donc on enregistre les voix séparées. On n'entend pas, nous, la musique. Donc ça donne une impression un peu étrange de juste une voix a cappella. Et évidemment, c'est toujours en décalage avec la musique qui sera mise derrière. Donc le premier petit extrait, qui est encore un extrait audio, c'est... Garance qui chante seule le début donc, de l'amoureuse, donc sans musique. Donc c'est ce qu'on appelle la voix brute en fait, ce qui ensuite va être collé sur la musique définitive et qui sera dans le film fini. Oui, avant, je voulais peut-être, pour que la présentation et tout l'étude que l'on est en train de faire vous paraissent moins abstraits, et qu'un des défis de ce film et du genre est que les
propositions musicales qui sont montrées sont diverses et variées. Donc il y avait un défi aussi de proposer différents styles dans le film. Donc vous allez écouter un tout autre genre d'interprétation qui s'éloigne du Bollywood. Mais la complexité en fait du film et du travail de Diane consistait dans l'exploration, dans le film, de différents styles, je l'ai dit, ce qui impliquait évidemment une construction des scènes et donc une mise en scène adéquate. Donc on peut entendre Garance dans L'Amoureuse, là. Mais que crois-tu? As-tu seulement déjà aimé? On ne croit aux contes de fées que quand on a aimé. Si tu le voyais, si tu l'écoutais, peut-être comprendrais-tu la flamme et la passion, la joie. Merci. Donc voilà, on voit que c'est quand même très fragile comme version brute, parce qu'il y a des petits problèmes de justesse, même très légers, il y a des voix qui sont presque tremblotantes par moment, et en fait tout ça va être un peu monté lors du... quand on a fait l'enregistrement, ensuite il y a eu un montage de chaque chanson, on a pris les meilleures parties, comme un montage image en fait, mais sur les chansons elles-mêmes, avec les voix des comédiennes, et puis ensuite c'est mis sur la musique, et il y a un super logiciel aussi qui permet de rectifier d'un demi-ton, ou d'un petit peu, un peu moins qu'un demi-ton quand même, mais les musiques et les voix, et ce qui fait qu'après ça passe beaucoup mieux dans le film, je vous rassure, sinon vous n'allez jamais venir le voir. Et l'extrait vidéo que je passe ensuite, c'est pris au téléphone, c'est justement juste une petite, comment on pourrait dire, un témoin de cet enregistrement. Et c'est une des chansons qui est, on va dire, du quasi métal. Et donc on voit la comédienne au moment de l'enregistrement, qui est déjà dans son personnage. Et voilà, c'est pas pour la qualité de la vidéo, c'est plus le témoin de ce moment d'enregistrement. Oh, pourtant j'ai la rage, je vous jure j'ai la rage, je hais ce monde pourri. Je me sens seule, pourtant si seule, au milieu de cette terre de merde. Vous êtes belle, vous avez une passion, vous parlez d'art et de voyage. Moi, je suis le vilain petit canard, le garçon des trois, le bâtard, l'homo de la famille. Oui, j'essaie, alors oui, j'essaie de me rendre utile, de me sentir vivre. Je me rends compte qu'il y en a pour qui c'est tellement l'horreur. Je ne supporte plus de voir tant d'injustice. Voilà. Il ne faut pas avoir peur du ridicule, y compris aux enregistrements. Parce que quoi qu'il en soit, c'est l'énergie qui sera après dans la version finale, en fait, dans ce qu'on va entendre. Donc même si au tournage elle est plus dans le personnage, en fait, il faut qu'elle le soit dès maintenant. C'est ça qui était compliqué. Enfin compliqué, non, elle l'a très bien fait, mais voilà.
Ensuite, c'est des petites. Alors, une fois qu'on a enregistré les chansons, les voix des filles, elles ont été donc accolées aux maquettes musicales qu'on avait. C'est ce qui nous a servi pour le playback. Donc, au moment du tournage, c'est ce qui était diffusé et sur lesquels les actrices chantaient. Et ensuite, on a réenregistré avec le compositeur les petites parties musicales qui manquaient pour essayer qu'il y ait le moins d'ordinateurs possible. Parce que de la même façon qu'on parlera tout à l'heure du film, de la pellicule, entendre le vrai son des instruments, c'est différent que le son d'instruments d'ordinateur. Donc l'un allant avec l'autre. Et comme on avait eu l'aide de la SACEM, ça permettait justement d'essayer d'avoir des vrais instruments. Le compositeur avait créé les musiques en pensant à ça dès le début, c'est-à-dire qu'il avait un budget donné et qu'il n'a pas tout un orchestre symphonique parce qu'il savait bien qu'on n'aurait pas l'argent pour réenregistrer tout un orchestre symphonique. Mais peut-être qu'un jour ça arrivera, ça sera super. En attendant, du coup, lui jouant déjà violoncelle, guitare, batterie, mais moins. Donc là, on va voir un petit enregistrement de batterie justement. On a réenregistré trombone et saxophone, sachant qu'il y avait 3 sortes de saxos différents. Trombone, batterie, voilà, c'est les 3 qu'on a réenregistrés. Et son père a enregistré du violon, parce qu'il est musicien aussi. Et voilà, je crois. Donc là, moi, j'ai assisté à l'enregistrement batterie, saxophone, trombone. Et là, c'est des petites vidéos, pareil, c'est plus pour l'aspect témoin et montrer un peu la fabrication des choses. On reconnaît absolument pas les chansons, enfin moi je les connais, mais même moi qui les connais, en fait, en entendant uniquement la partie batterie ou uniquement la partie trombone ou saxophone, c'est très différent de la chanson elle-même que vous entendrez plus tard, du coup. Donc il y a 2 extraits, les 2 de Blinis, donc, qui est l'extrait qu'on montrera après, l'extrait du film qu'on montrera après, donc vous entendrez la chanson dans son entièreté. Donc c'est son seul claquette. Après, je vais peut-être l'expliquer juste avant. Donc ça, c'est l'enregistrement des claquettes, du coup, puisqu'évidemment, toute comédie musicale n'a pas de danse dedans, mais là, en l'occurrence, l'idée, c'était d'avoir un petit numéro de claquettes et donc un petit numéro de Bollywood. C'était les 2 danses véritables, on va dire, du film. Ensuite, évidemment, beaucoup de choses sont chorégraphiées, mais plus dans les gestes et les mouvements. Et donc le claquettiste est celui qui a aussi fait la chorégraphie de claquettes. Donc pareil, j'ai travaillé avec lui sur ce que je voulais. J'avais moins de connaissances moi en claquettes qu'en musique, parce que je fais du violoncelle depuis que j'ai 5 ans, donc je pouvais plus donner des informations sur la musique que sur les claquettes. Mais bon, du coup, il m'avait envoyé une première vidéo sur ce que je lui avais demandé, et il y avait quand même certaines données. Et puis ensuite, je lui ai dit plutôt comme ci, plutôt comme ça, et voilà. Et en fait, c'est pareil que pour les chansons, on l'a enregistré en playback, surtout que les comédiennes ne sont pas danseuses, aucune des 3. Il y en a une qui est danseuse classique, mais donc rien à voir avec les claquettes. Et pour avoir un véritable son qui frappe de bonnes frappes de claquettes, c'est lui qui a enregistré le son qu'on entendra ensuite dans le film. Du coup, voilà, ça me permet de montrer en dehors du film ce que ça donne. Lui, pareil, il a la musique dans les oreilles et on a enregistré uniquement le son de ses chaussures. Donc c'est
Et pour parler un tout petit peu sur cette séquence qui nous a beaucoup posé de problèmes, comme vous l'entendez au son, si on enlève l'image, ça peut ressembler à plein de choses, en fait, un bruit de claquettes sur du parquet. Et notamment, ça peut ressembler à un cheval, à des sabots de cheval. Donc ça nous a un peu posé problème, surtout qu'on va après passer l'extrait du film, donc de la séquence de Blinis, dans laquelle il y a la chorégraphie de claquettes. Et vous allez voir que c'est sur un violon de Zigan. Donc le violon de Zigan, il accélère, mais dans un tempo qui lui est propre et qui n'a pas un rythme prédéfini, justement. Donc sur la maquette que le compositeur avait fait et sur laquelle on a enregistré donc ça, le son, puis les filles ont dansé au tournage, on a réenregistré le violon de Zigan avec un vrai violon qui, lui, n'est pas... il n'y a pas de métronome sur cette séquence-là. Et donc ça a été très dur de recaler les claquettes pour que ce soit crédible, surtout que, vous verrez que les comédiennes font comme elles peuvent, mais tout n'est pas parfait. Et donc il fallait choisir entre ce qu'on entend et ce qu'on voit, qui ne correspond pas véritablement. Mais la triche fonctionne normalement. Est-ce qu'on peut passer du coup l'extrait de la séquence, comme ça vous donnera une meilleure idée et des chansons et de la danse. Et pour continuer, ça sera mieux, je pense. Et Lucille Mercier nous a rejoint, donc ma chef opératrice, et je l'invite à venir avec nous. Раз, два, три, на здоровье! Bah alors, ça a l'air d'aller mieux, hein? Oui, ça va mieux. On se les fait, ces blinis? Et on va se faire tout seul? Des blinis? Bah oui, patate pour ce soir. Mais avec la recette de Babouchka? Конечно! Tiens, Manon, tu peux te mettre dans la salle de bain, s'il te plaît? Ah! Sinon c'est pas un clic d'amour qu'on va faire, mais des blinis aux cheveux! Manon, t'as plein de bazar. Et ton sac aussi? Allez, Manon. Alors, Garance, oui, tu te souviens de la recette? Farine, les blinis? Malachaya sestra. Ma petite sœur. Splinami. Avec les blinis. Только икра, конечно. Voilà, ça illustre un peu mieux quand même ce dont on vient de parler. Bon, alors, avant de parler de
plus de technique d'image, on va dire, avec Lucille. Juste un petit détail sur les comédiennes. J'ai écrit le scénario pour 3 comédiennes en particulier. L'idée de ces 3 sœurs est venue d'une envie de travailler avec trois personnes différentes que je connaissais. Et en fait, il ne reste plus que Manon dans les 3 initialement prévus. Donc le personnage en rouge et que vous avez eu chanter le métal tout à l'heure. Tout ça pour dire que j'ai cherché ensuite des profils, plus que les 3 comédiennes avec qui j'avais pensé à la base étaient toutes plus ou moins, de près ou de loin, mais quand même plutôt de près, musiciennes et ou chanteuses. Donc je ne me faisais pas de soucis par rapport à la partie chant, on va dire. Finalement, Manon qui est restée, donc elle, il n'y a pas de souci. En revanche, les 2 autres que j'ai remplacées, je les ai cherchés sur des profils plutôt que sur leur capacité à chanter. Et ensuite, on a travaillé avec une professeure de chant pour que tout ça soit quand même bien. Et j'avais quelques petites images qu'on peut montrer des premières comédiennes à qui j'avais écrit le film. Et vous verrez qu'en termes de profil, on s'y retrouve quand même pas mal. Voilà, ça c'était les 3. Donc en fait, les 2 qui sont ici ne sont plus les mêmes, comme vous avez pu le voir dans l'extrait. Manon est au milieu, et donc ça c'est Garance, et Barbara qui jouait Eva. Et ce sont des photos que j'avais fait en amont avec elle pour le dossier du grec. Et ça, par contre, donc, c'est les 3 comédiennes qui ont été finalement retenues. Ça, c'est lors de l'enregistrement. Et la photo d'avant, c'est lors d'une séance photo qu'on a faite pour créer des photos et du lien entre les filles, qui sont censées être sœurs, et donc pour décorer aussi l'appartement du tournage. Voilà. Ensuite, par rapport à l'extrait qu'on a vu, il y a donc toute une chorégraphie. C'est un plan séquence qu'il a fallu mettre en place, et d'un point de vue lumière et d'un point de vue caméra. Et donc il y a des petites photos du storyboard. Alors je suis absolument pas dessinatrice comme vous allez le voir, mais ça permet d'en discuter avec la chef opératrice et ça donne à tout le monde un visuel quand même plus parlant. Ça aide. Si on peut voir du coup les 2 ou 3 planches du storyboard. Voilà, donc en fait, il y avait déjà l'idée des têtes qui disparaissaient, chacune dans le cadre, et d'un éloignement de la caméra qui ensuite les avait en pied, de façon à ce qu'il y ait le moment de la chorégraphie de claquettes, et ensuite elles repartaient, et on les retrouvait dans le même dispositif qu'au début, qui était celui-ci. Voilà. Et peut-être que tu peux parler comme ça de ce plan d'un point de vue technique. Est-ce que ça nous a demandé en termes de chorégraphie caméra ? Oui, parce que je précise que Lucille, n'ayant pas participé au découpage, donc elle découvrait en fait sur le tournage. Est-ce qu'on y croit ? Super. Alors si, bien sûr, j'ai participé au découpage. Ce que je disais, la spécificité de Diane, c'est que c'est une réalisatrice qui arrive avec un découpage extrêmement précis, extrêmement détaillé de ce qu'elle veut, et où finalement ma force de proposition intervient plus sur le plateau. Quand on est en train de faire, essayer de composer la séquence. Ce qui se passe pour un plan comme celui-ci, par exemple, c'est qu'au départ, on voulait utiliser le travelling pour faire plusieurs plans. Et effectivement, on s'est retrouvé à beaucoup lier, plus que ce qu'on avait imaginé au départ. Et ça donne un plan séquence avec un peu d'ambition, un petit peu de fragilité aussi, parce qu'on avait un petit dispositif inédit, il faut le dire comme ça. Un peu la gageure de ce film-là, c'est de faire une comédie musicale dans un appartement, donc il faut un peu pousser les murs, il faut essayer de se renouveler, de trouver des idées de plans. Et l'idée là du travelling, c'était effectivement de à la fois lier les 2 espaces et agrandir l'espace. Et agrandir l'espace, faire introduire un petit peu une idée de cabaret, d'où le changement de lumière aussi en cours de route. Et pour faire ce plan-là, d'un point de vue technique, on était sur des rails avec un magnum et un bras et une potence. Donc comme on a essayé de bricoler une mini-grue qui avait
la possibilité de nous offrir des plans un peu plus variés et en même temps qui reste un outil pas tout à fait complètement malléable. Donc voilà, on est entre légèreté et exploration, on va dire. Et on était en pellicule, donc évidemment, on n'avait pas... l'idée, c'était quand même de ne pas le refaire ad vitam aeternam. Après, bon, on l'a fait un certain nombre de fois, mais c'était surtout le défi d'avoir et la technique, donc d'un point de vue caméra, et la technique du point de vue des lumières qui se modifiaient en cours de route, et le chant et la danse. Ça faisait 4 paramètres plus l'ajout du plan séquence, donc il n'y avait aucune alternative, rien pour nous sauver si ça ne marchait pas. Au montage, j'avais pas prévu d'autres solutions, mais je prenais le risque et j'en suis très contente de l'avoir pris parce que voilà, c'est ce que je voulais. Ça donne une chorégraphie dans son ensemble, et notamment j'ai eu de la chance aussi de trouver cet appartement qui m'offrait cette circulation entre la cuisine, le salon et la cuisine, qui avait en fait 2 entrées. Donc, ce qui est aussi, évidemment, le découpage. En fait, moi, j'avais une idée du découpage, et ensuite, on est allé dans les lieux avec Lucille, et on a reparlé du découpage pour faire le découpage final. C'est toujours une fois qu'on a le lieu qu'on peut affiner et graver des choses un peu plus dans le marbre. Oui. Est-ce que les chansons ont été imaginées et composées ayant en tête le lieu, donc l'appartement, ou la chanson a ajouté une contrainte ultérieure du fait qu'elle a un rythme, un ton, et il fallait donc plier peut-être le jeu de tes comédiennes à ces chansons et à ces compositions? Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure dans le fait que tout est lié et qu'en même temps il faut bien commencer par faire avancer l'un ou l'autre. Quand j'ai écrit les chansons, évidemment, j'avais pas le lieu. Par contre, quand j'ai commencé le découpage, j'avais le lieu. J'ai eu la chance de l'avoir assez en amont. Et du coup, ça m'a permis d'écrire en fonction le découpage. Et effectivement, c'est ce fameux découpage que j'envoyais au compositeur en me rendant compte que là, il fallait une seconde de silence parce qu'elle coupe le bout du lait, ou parce que là, elle verse la levure, ou peu importe qu'est-ce qu'elle faisait, mais qu'il fallait pas que, voilà, il avait son propre rythme, lui, avec la chanson, et il fallait que ça marche aussi à l'écran, à l'image, et par rapport aux actions aussi de la mise en scène. Donc c'est un briquet intriqué, il n'y a pas de... on ne peut pas commencer par l'un ou par l'autre. Oui, je veux dire par là que du moment où tu arrives sur la scène, bien que tu connaisses l'appartement depuis quelque temps, tu obliges ou tu contrains des gestes et des mouvements des comédiens, des comédiennes, surtout dans les moments charnières qui sont donnés par les chansons et par la musique. Autant tu peux avoir de la liberté en dehors, et liberté encore compte tenu du fait que l'endroit est circonscrit, mais au moment où les chansons qui sont capitales dans le film interviennent, tout, en fait, me semble, doit lui convenir ou s'adapter. Oui, ça fait un petit peu peur d'ailleurs quand on l'écrit, parce qu'on se rend bien compte que si, par exemple, j'ai oublié dans la musique un moment où il faut qu'il y ait du silence ou quoi que ce soit, en fait, après, c'est trop tard. Une fois que la musique elle est écrite, donc il faudra faire avec l'enregistrement et avec ce qui est écrit. Heureusement, ça s'est plutôt bien fait et il n'y a pas eu de problème, mais c'est un problème qui aurait pu se poser d'avoir soit trop de silence à un moment donné, soit pas assez en fonction de l'action à faire d'un point de vue mise en scène. Avec les comédiennes, on a répété dans l'espace, pas tant que ça, mais quand même un petit peu, pour justement 1 ou 2 journées, pour pouvoir faire ces chorégraphies du geste, en fait, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Il y a la chorégraphie de claquettes, c'est une vraie danse qu'elles ont répétée avec le chorégraphe sur 4 séances, je crois, de claquettes, pour apprendre aussi les pas de claquettes, tout simplement. Ensuite, il y avait toute cette mise en geste, mise en mouvement, qui était quand même chorégraphiée aussi d'une certaine façon, et qui a été répétée avec elles dans l'espace, effectivement, pour voir aussi si ça fonctionnait. En fait, c'était chorégraphié à peu près, tout le temps, c'était chorégraphié au plan à plan, parce que, encore une fois aussi, on a un espace qui ne permet pas que ça déborde beaucoup, donc en fait, la capacité aussi de laisser faire, elle est aussi limitée par le décor où on se trouve, et puis aussi par la volonté d'avoir quand même des choses relativement précises au découpage, donc je pense que tout est chorégraphié de chaque côté à peu près tout le temps, quoi.
Même si, en travaillant avec les comédiennes, elles ont aussi eu le moment où elles pouvaient apporter avant que ce soit gravé dans le marbre, on va dire. J'ai travaillé avec elles pour qu'elles apportent leurs propres idées, notamment sur des séquences. Si vous voyez le film, ensuite, il y a une séquence où elles s'engueulent un peu. Manon est sur un tabouret et puis les autres sont en bas. Et sur cette séquence-là, il y a eu beaucoup de discussions, et pas d'impro, mais de comment on pouvait arriver à monter en colère à ce moment-là, à cet endroit-là. J'ai eu beaucoup de questionnements de certaines des comédiennes qui me disaient mais là c'est pas crédible si on fait ci ou si on fait ça, sachant que le scénario était écrit de cette façon-là, qui est que les émotions arrivent et jaillissent avec la musique et avec les danses, mais je cherchais pas quelque chose de réaliste ou de crédible dans ce sens-là, donc je leur avais dit aussi dès le début en les choisissant, j'aurais besoin que vous alliez à fond et que vous me fassiez confiance, parce que ça peut paraître ridicule si on le fait qu'à demi. Clairement, les comédies musicales, on chante, on danse, ça peut paraître vraiment absolument ridicule. La chanson que vous avez entendue tout à l'heure de Garance qui chante l'amoureuse, c'est très mielleux et c'est fait pour ça. Je l'ai écrit comme ça, la composition va avec et j'ai choisi une comédienne qui allait avec, mais voilà, ça demandait à ce que chacun se mette à fond dans la caricature de son personnage. C'est pas des personnages en demi-teinte, et voilà, ça elle le savait, on a travaillé là-dessus, mais malgré tout, de la part des comédiennes, il y avait quand même des questionnements, mais ça, comment on fait, donc on a travaillé à ce qu'elles puissent le ressentir en elles, mais sans que ce soit pour autant trop réfléchi, parce que c'est pas l'idée. Et après, peut-être juste pour ajouter et parler un peu plus de la part plateau, en fait. Enfin, quand je dis chorégraphie, ça ne veut pas dire verrouiller. Donc, bien sûr, tu as de l'exploration à la mise en scène. Et pour rebondir sur ce qu'on disait sur le découpage tout à l'heure, c'est que sur le plateau, il y a plein de fois où on a tout cassé, en fait, pour complètement trouver autre chose en fonction de ce qui était proposé, des déplacements, de comment raconter différemment de ce qu'on s'était dit. Donc il y a à la fois... chorégraphie ne veut pas dire verrouillage, en tout cas. C'est pas suivre un plan, c'est pas faire une liste de courses qu'on va suivre pour faire le film après, quoi. Oui, à ce sujet, puisque le but est de rendre peut-être plus clair ou aplanir des difficultés pour tous ceux qui aimeraient s'y exercer ou s'y essayer à ce genre de film, j'aimerais savoir de votre part comment vous avez résolu les contraintes liées à la mise en l'espace. C'est-à-dire que du moment où le découpage a été ou va être aboli le jour même pour certaines séquences, quelle était la marge de manœuvre de collaboration que Lucille tu avais, et comment l'endroit circonscrit, l'espace réduit, exigu, vous permettait de travailler ensemble? Quelles étaient, dernière question, la question la plus difficile que tu as dû aborder? Alors, tout est lié, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, on a choisi de tourner dans un appartement qu'on a coupé parce qu'on a rajouté une feuille de décor, ce qui nous permettait de pousser un mur, au moins. Mais par exemple, si on poussait ce mur pour faire un plan, c'est-à-dire qu'il faut quand même le prévoir à la déco, donc il faut anticiper ce genre de choses. Et quand je dis que tout est lié, c'est en fait la lumière aussi change. Il y a beaucoup de travail de lumière parce qu'en fait on touche à quelque chose. C'est aussi la difficulté de travailler dans un petit espace qui est éclairé de l'intérieur. La marge est assez fine. C'est vraiment c'est un château de cartes. On touche à un endroit, ça rebondit partout. Donc là-dessus, c'est très agréable de travailler avec quelqu'un comme Diane qui a conscience je pense, des rebondissements techniques et qui est exigeante en fait, parce que ça prenait du temps en fait. Chaque donnée technique prend du temps. Et la façon de faire que ce soit pas lourd, c'est de l'anticiper un maximum. Après, il y a des choses qu'on peut malheureusement pas, qui sont impondérables en fait, qu'on ne peut pas contracter. Après, donc c'est du temps de tournage, c'est un nombre de gens, c'est tout ça. Oui, avec le couperet de la pellicule qui réduit encore les chances de refaire des plans. Oui. Du coup, mais après, ça oblige aussi à une rigueur. C'est ce qui est intéressant avec la pellicule, c'est que ça oblige à faire des choix et pas à être dans une logique
j'allais dire de poubelle. Enfin, c'est-à-dire que ce qu'on fait, on le fait parce on se sent prêt, en fait. Oui, après, c'était un sacré risque de partir en pellicule pour une comédie musicale en intérieur, ça c'est sûr. Nous dire voilà. Bien sûr, laisser la parole à Diane, mais juste dire que tous les films grecs ne se font pas en pellicule, loin de là, qu'il y en a très très peu en fait. L'ensemble des films sont faits en numérique et c'est vraiment une bataille, en tout cas, une question qu'on pose très précisément aux réalisateurs qui veulent venir faire leur film en pellicule, sachant que les budgets, comme je disais tout à l'heure, sont très restreints et que c'est aussi quand même plus compliqué. Donc voilà, c'était une grande discussion qu'on a eue avec Diane et donc peut-être tu vas parler de ça aussi. Comment vous avez travaillé la pellicule du coup? Alors pour en arriver à la pellicule, on est déjà parti sur... moi j'ai rencontré Lucille lors d'un festival et puis on a eu envie de partir ensemble, mais voilà, moi j'avais pas encore ni la réponse du grec ni rien, donc on a eu un petit peu de temps de collaboration. On a parlé du projet sans pour autant qu'il soit véritablement lancé déjà, mais qui nous a laissé le temps, je pense aussi toi, de réellement comprendre ce qui me plaisait et ce que je cherchais en termes esthétiques. Et notamment, on est parti sur... on est parti d'optiques, en fait, des optiques lomographie qui s'appellent Petzval et daguerréotypes, qui sont des optiques qui permettent de faire des flous ou des mouvements en arrière-plan. On va montrer les photos. Donc là, voilà, des mouvements circulaires d'arrière-plan. Ça, c'est la Petzval qui fait ça. Et puis la daguerréotype donne, elle, plus quelque chose de presque du pictural, on va dire, de la peinture ou de la photographie. Du coup, moi, j'ai beaucoup envoyé à Lucille de références de photos qui me parlaient, et qui me parlaient effectivement du point de vue du flou, du net et du flou, et également de la couleur, de la matière, de la douceur, de la lumière. Je pense que c'était un tout. Parfois qui venait pas mal de la pub aussi, les références. Et pour finir sur ces optiques, il y a une petite vidéo qui va montrer que en fait, j'ai pu tester ces optiques-là et en filmer, ça ne donne absolument pas la même chose qu'en fixe, en image fixe. J'avais pas l'intérêt du flou, du circulaire, ne se voit pas quand c'est filmé. Et donc, ça n'avait pas d'intérêt de partir sur cette optique-là, voilà, pour le film. Mais le fait d'avoir pu le tester montrait qu'on pouvait partir sur des optiques plus propres au 16 ou à la caméra qu'on choisirait. Je ne sais pas si on peut retrouver la petite vidéo qui est dans le dossier Petzval. Ce qui est bizarre, c'est que même dans le menu, ça n'a pas de menu vidéo en fait. Ah ouais. Quand t'as pas de configuration vidéo dans le menu. Oui. Et moi, il me semblait que du coup, c'était en passant en vidéo que du coup, ça apparaissait. Et qui pour moi était absolument compatible qu'avec la pellicule et ne pouvait pas s'entendre avec le numérique, qui est un débat qu'on a beaucoup aujourd'hui quand on veut faire un film, parce que moi j'ai été éduquée, on va dire, à la pellicule. J'ai eu la chance que dans l'école que j'ai faite, on a travaillé en pellicule, mais j'ai aussi appris avec cette rigueur, c'est-à-dire j'avais 3 minutes 50 de rush pour un film qui devait faire 3 minutes, donc le fait de pas beaucoup tourner me faisait pas peur, puisque j'avais appris que comme ça. Et par ailleurs, pour moi, la pellicule, c'est un outil de création, de la même façon qu'à un peintre, on ne va pas lui dire « tu vas faire ce tableau, mais uniquement sur ordinateur ». S'il a envie de le faire à la peinture, il choisit la peinture. Après, s'il n'a pas beaucoup d'argent, il va peut-être choisir plutôt l'aquarelle que l'acrylique, ou la peinture à l'huile qui va être plus chère. Bon, moi, j'ai pas choisi le 35, j'ai choisi le 16, parce que je sais que j'ai pas un budget illimité. Mais il se trouve que par ailleurs, je suis directrice de production, donc je connais un petit peu les tenants, les aboutissants financiers des films. Et j'essaye souvent de dire aux producteurs que le 16 mm aujourd'hui n'est pas forcément beaucoup plus cher que du bon numérique, étant donné tout ce qu'implique le numérique déjà en termes de temps, puisqu'on tourne beaucoup plus en numérique, ce qui fait beaucoup de rush, beaucoup de disques durs, beaucoup de sauvegardes, et qu'en pellicule, si le réalisateur s'engage à pas tourner énormément,
on peut s'y retrouver avec du 16. Le 35 est plus cher, effectivement. Mais Lucille. Voilà. Bah après, se faire proposer un film en 16 mm, c'est un petit cadeau pour un chef opérateur, ça c'est sûr. Après, moi, mon travail aussi, c'est d'exposer des risques et de questionner un réalisateur sur ses envies, sur le pourquoi, parce que moi, mon travail, ça va être d'interpréter et d'essayer de le faire au mieux. Donc, dans le cadre de Diane, c'était un film qui se fait en intérieur, dans un appartement. C'est une comédie musicale où on aimerait peut-être avoir pas mal de prises pour pouvoir répéter, peut-être tourner déjà. Du coup, moi, mes questions auprès de Diane, c'était est-ce que, du coup, tu ne vas pas pouvoir faire beaucoup de prises? Est-ce que c'est bon pour toi? Qui dit pellicule dit, a priori, je suis un petit peu moins sensible, donc il va falloir que j'éclaire un petit peu plus. Donc, c'est du travail à la lumière, c'est du temps aussi. Donc, c'est toujours le cas dans un film. En tout cas, là, c'était effectivement, pesons le pour et le contre d'un point de vue presque pratique et logistique. Et après, moi, je voulais quand même montrer des choses à Diane pour lui dire que le numérique, c'était pas non plus le démon. Parce que moi, j'ai aussi travaillé au départ plutôt en pellicule. Mais quand même, je commence à trouver que le numérique a quand même beaucoup de choses à offrir. Et je voulais quand même être sûre de notre coup. Et j'avais montré à l'époque un petit extrait d'un film que j'avais fait à ce moment-là. Là, on a un autre extrait, mais c'était avec la même caméra. Parce que pour moi, l'image numérique, elle est intéressante si on la travaille. Si elle est toute plate, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui serait faux d'ailleurs de dire qu'on ne travaille pas non plus. Enfin, on travaille de toute façon aussi le film. Mais dans cette recherche de texture, en tout cas à laquelle tu tenais, moi, je voulais juste te montrer aussi des choses qu'on peut faire et pour trouver quand même un petit peu de vie dans ces images-là, quoi. Du coup, c'est l'extrait des Ormes. Et alors, Les Ormes, c'est un film que j'ai fait il y a à peu près 2 ans aussi, qui est un film de Marion de Seigne-Ravel et qui est exclusivement dans le métro parisien et tourné en F55, avec des optiques 16. Après, moi, je veux bien faire le prochain film en 35, il n'y a pas de problème. Le prochain, il est en 35 et en studio, non? C'est pas ça? Avec un orchestre symphonique.
Est-ce qu'on peut parler encore par rapport à cette séquence matrice de la lumière? Tu as parlé, il y avait 4 contraintes, puis une 5e du fait que les musiques étaient composées d'abord avec les chansons, mais il y a un changement de lumière aussi dans la séquence qui t'est paru important de mettre et de trouver à ces moments. Dans la séquence de Blinis. Oui, le changement de lumière, effectivement, n'était pas tout à fait prévu au tout début. Mais je trouvais que dans le film, il y avait un autre moment où il y avait un changement de lumière comme ça, prévu, encore plus radical, qui accompagnait l'humeur de la comédienne. De la même façon que la musique ou la danse accompagnent ou font ressortir les émotions, la lumière aussi. Et effectivement, comme il y avait cette apparition des claquettes en plein milieu de cette cuisine et de la recette de cuisine, et qu'elle, déjà dans la chorégraphie, elle venait un peu comme devant un public, avec cette idée ensuite de mettre des applaudissements derrière, comme si elle s'était vraiment produite sur scène. J'ai demandé un peu au dernier moment sur le tournage si on pouvait par hasard faire un petit changement de lumière en version un peu cabaret. Ce à quoi Lucille m'a tout de suite dit oui, ça doit être possible. Et une demi-heure plus tard, c'était fait, donc c'était même très rapide. Je me rends très bien, merci beaucoup. C'est faux, je me souviens pas avoir été aussi rapide, et en fait je me souviens pas du tout que c'était une demande de dernière minute, mais du coup c'est bien. C'est ça. Et je pense que par ailleurs, il y a une autre chose qui avait joué dans cette idée. La La Land était sortie une semaine avant, et dans La La Land, il y a beaucoup de changements de lumière en fonction des humeurs des comédiens, et un peu spontanés, parfois un peu brusques. Et c'était une des choses qui m'avait plu dans le film. Tout ne m'avait pas plu, mais ça, j'avais trouvé ça pas mal. Et je pense que ça m'a un peu encouragée à aller dans quelque chose d'anti-réaliste, mais qui peut fonctionner au cinéma quand on le décide et quand c'est assumé. Donc voilà. Une dernière complication, et je fais l'appel à Lucille. Vu la courte durée du tournage, le film était à l'aveugle. Vous n'avez pas pu voir les rushs, évidemment, et leur développement. Je crois que les premiers rushs qu'on a vus, c'était au bout de 4 jours. Le tournage, c'était combien de jours? Je ne me souviens plus. C'était 8 jours. Donc effectivement, pendant 4 jours... Effectivement, on ne voit pas. Et c'est vrai qu'on a aussi perdu cette habitude de ne pas pouvoir revoir tout de suite ce qu'on a fait. Et d'ajuster, si besoin. Voilà. Après, comme on voyait quand même au bout de 4 jours, on pouvait aussi se dire, voilà, s'il y a une catastrophe, de pouvoir quand même rebondir. Et je me souviens de cette petite projection de fin de journée. On s'est dit qu'a priori, ça se passait pas trop mal. C'est pas pour lancer des fleurs au film ou à la chef opératrice, mais au film, je parle à pellicule, hein, pas mon film. Mais le fait de voir les rushs pellicule, pour moi, c'est très différent du numérique, où il y a peu de surprises, je trouve. Enfin, quand on voit des rushs numériques, il y a quelque chose qui m'intéresse moins, je sais pas, ça me parle moins. Et là, le fait de voir les rushs non étalonnés, ni même pré-étalonnés, je sais que toi, t'étais pas trop pour que moi je les voie. Et pour moi, c'était déjà très beau. Bon, après, de le voir pré-étalonné et étalonné, c'était évidemment encore mieux. Mais déjà, j'avais les couleurs que je voulais, la douceur que je voulais, la texture, la matière. Donc, voilà. Et ce qui était assez rigolo aussi, c'est que le fait qu'on ait pu pendant presque 1 an parler d'un peu toutes ces photos, ces images, ces références visuelles, fait que quand on est vraiment parti sur la préparation du film, on a plus parlé de technique, de choses plus précises, mais on n'a plus jamais reparlé de cette texture, de ces couleurs, de cette matière. Je crois que tu avais intégré, compris ce que je voulais, et moi j'ai vu exactement ce que j'avais en tête, donc c'était un peu magique. Mais je crois qu'il y a quelque chose que moi qui me fascine tout le temps, c'est qu'en fait on a une machine qui fonctionne très bien ici, il y a une forme d'infusion je pense un peu, le cerveau est assez fantastique pour ça, c'est qu'on se raconte des choses et en fait ça mature tout seul, et après il peut y avoir des choses qui arrivent sans que ce soit volontaire ou complètement conscient. En tout cas, effectivement, il y a un langage commun qui peut être trouvé. Pour juste rebondir sur les rêves, ce que tu disais, je crois qu'il y a aussi quelque chose qui est un peu chouette que induit
la péloche, en tout cas ce qu'il a induit là, c'est que quand on a regardé les rushs, on était aussi en équipe, et on les a regardés projetés, mal projetés avec un petit vidéoprojecteur de salon. Mais disons qu'il y avait un côté collectif de regarder tous ensemble ce qu'on a fait, donc un peu à l'ancienne, et donc un peu différemment que quand c'est un réalisateur et un chef-op devant un MacBook Pro en train de regarder ce qui s'est passé pendant la journée, quoi. Donc voilà, un peu plus collectif aussi. C'est aussi une manière de participer à ces moments-là au travail collectif et donc que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Oui, ça permet à la déco de voir comment ça sort, au pointeur de voir aussi comment ça se passe. Tout à fait. Eh bien, avant de passer aux questions, on projette donc de nouveau le même extrait pour que ce soit plus clair tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Раз, два, три, на здоровье! Bah alors, ça a l'air d'aller mieux, hein? Oui, ça va mieux. On se les fait ces blinis et on va se faire tout seul? Des blinis? Ben oui, patate pour ce soir. Mais avec la recette de Babouchka? Конечно! Tiens, Manon, tu peux te mettre dans la salle de bain, s'il te plaît? Ah! Sinon c'est pas un clic d'amour qu'on va faire, mais des blinis aux cheveux. Manon, t'as plein de bazar. Et ton sac aussi. Allez, Manon. Alors, Garance, Oui? tu te souviens de la recette? Farine, lait, sel, Et levure de boulanger. petit lait, Ajoutez la levure. sel et farine, bien mélanger et Laissez reposer. Et qu'est-ce qu'on mange avec les blinis? Malachaya sestra. Blinami. Avec les blinis. Только икра, конечно! Bah, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions, des choses qu'on n'aurait pas abordées? Oui. Celle-là, c'est évidemment une de celles on a dû faire le plus de prises, et je pense qu'il devait y en avoir 8, 7, 8. Je dirais ça aussi. Il y a un petit outil qui nous a bien aidé quand même, qui s'appelle un enregistreur, qui permettait, comme Lucille est très très perfectionniste, à certains moments où elle voulait la refaire et où moi je disais non, ça me va très bien comme ça, de pouvoir revoir ensemble ce qu'on avait filmé, alors évidemment pas sur la pellicule, mais au moins
ce qu'on avait fait en termes de mouvement et d'à-coups, et de juger si c'était effectivement trop brusque, trop brutal, ou si moi, dans mon perfectionnisme à moi, ça me convenait par rapport à ce qui était raconté dans la séquence. On avait un petit enregistreur SD qui nous permettait de revoir, la prise en très mauvaise qualité, mais voilà, qui permettait d'avoir une idée. Par exemple, le playback, parce que vous mettez le playback pour le côté, c'est dans cette playback, c'est un genre de son, c'était la réalité. Non, c'était effectivement au son, elles étaient 2 voire 3. Il y avait parfois quelqu'un qui venait en renfort, effectivement, pour les grosses séquences de playback. Mais effectivement, c'est soit l'ingé son, soit surtout le perchman ou une 3e personne qui s'occupait. Tout avait été prédécoupé, on va dire, pour qu'elle puisse lancer à l'instant voulu par rapport au découpage aussi. Quand il y a des plans séquences, ça va être lancé du début, mais quand il y avait des séquences qui recommencent, qui sont coupées, je sais pas, en 3 plans, qu'elle n'est pas relancée tout le début, mais elle savait exactement où ça tombait. Voilà, c'était une préparation aussi en amont. Donc il y avait quasiment une 3e personne qui était là un peu pour s'occuper de ça. Par moment, oui, quand il y avait vraiment des grosses séquences ou beaucoup de musique dans la journée, ce qui n'était pas forcément toujours le cas, ou quand il y avait une séquence notamment où celle qu'on a vue, Manon qui chante J'ai la rage, en fait la séquence se passe à moitié dehors, c'est une des seules séquences qui est dehors, et là nous on était tout en haut de l'immeuble, elle tout en bas, enfin il y avait il y a un petit dispositif à trouver, on lui avait mis une enceinte dans la poche de son manteau pour qu'elle entende le son, mais que ce soit... Voilà. À chaque fois, il y avait un peu d'invention, d'artisanat presque pour chaque chose, au mieux de ce qu'on avait pu réfléchir en amont. Et après, j'avais une question par rapport à ce playback, justement. Là, on voit que les passages sont assez radicaux. On est dans du son direct, et d'un coup, on passe en totalement playback. Et je ne sais pas s'il y a d'autres moments dans le film, il y a un peu une superposition des deux, ou est-ce que vous avez eu beaucoup de post-prod, justement, de bruitage à faire, parce que sur les parties playback, vous ne pouviez pas avoir le son direct? Les deux. On a enregistré beaucoup de sons seuls. On n'a pas du tout fait de post-prod parce que les bruiteurs, c'est très cher. Et la post-prod son, c'est une des choses les plus chères. Donc on avait prévu le coup en amont en enregistrant pas mal de sons seuls sur le tournage, au moment du tournage. En revanche, le choix du playback, c'est pas induit. On peut faire avec une oreillette aussi, ça existe, les oreillettes invisibles. Donc à ce moment-là, les comédiennes chantent en direct et on enregistre le direct. Et ce qui est monté, c'est le direct chanté. Et j'avais fait le choix du playback parce que aussi c'est une sorte peut-être d'hommage aux comédies musicales hollywoodiennes des années 30-40, où avec toute la grosse machine studio qui allait avec, chaque chanson fait rentrer effectivement dans un univers et dans un petit cocon, et on rentre dans quelque chose qui est hors du réalisme. Et c'est ce qui m'intéressait aussi dans la comédie musicale, c'était de passer en permanence de la réalité à une réalité plus émotionnelle que, on va dire, réaliste. Voilà. Donc c'était un choix de le faire en playback, et ensuite effectivement quand même d'injecter quelques éléments du son réel, les bruits d'objets, mais qui ont été choisis et enregistrés exprès sur le tournage seul. J'avais une autre question par rapport à la prépa, parce que par rapport à un film normal, là la musique arrive en amont, alors que d'habitude elle arrive en post-prod et tout ça. Et vous pourriez parler un peu de ça, de qu'est-ce que ça a changé sur la préparation du film, dans la chronologie des événements, et aussi sur la durée par rapport à un film qui n'est pas une comédie musicale, le calendrier, en fait, combien de temps ça demande en plus de préparation pour ce qui est de... Effectivement, ça demande presque autant de travail en prépa qu'en post-prod, alors qu'en général, effectivement, il y a plutôt un travail du réalisateur seul qui va être le découpage ou avec le chef opérateur en amont, et ensuite ça sera plus en post-production, il y aura le montage, la post-prod son et tout ça. Là, il fallait effectivement donc trouver le compositeur, composer les chansons, faire l'enregistrement, en parallèle donner des cours de chant aux comédiennes pour qu'elles apprennent les chansons. Je dirais que le compositeur, je l'ai trouvé en novembre. On a dû se mettre à travailler ensemble fin novembre, début décembre. Le tournage était février. Donc je pense que ça a été très rapide, quoi qu'il en soit. Je crois qu'il a tout composé en un mois. Et ensuite, il y a eu un mois pendant lequel on a travaillé les chansons avec les comédiennes et enregistré les chansons. Et ensuite, on a tourné. Et voilà, c'était très rapide.
Moi, c'est sur justement l'écriture. Comment est-ce que vous avez préparé le passage entre le réel et l'imaginaire et la comédie musicale et les chansons en elles-mêmes? Est-ce que comment vous êtes dit dans le scénario, cette partie-là, je vais la mettre en chanson? Est-ce qu'elle va raconter quelque chose pour la compréhension du scénario, ou est-ce qu'elle est complètement détachée du scénario en lui-même, et que c'est juste voilà, comme vous disiez, une bulle, et qu'on se met dans cette bulle, une bulle d'émotion, enfin quel que soit après le propos, mais ou est-ce que c'est vraiment d'abord le scénario a été fait et ensuite vous vous êtes dit ah ben ça va être bien, je vais le mettre en chanson, du coup je retravaille aussi mon scénario et je le mets en chanson, en tout cas en parole, à mettre en chanson. Comment ça s'est construit ça? Effectivement, il y a beaucoup de différentes sortes de comédies musicales, et il y en a certaines où c'est plus des numéros dans l'histoire, mais qui vont pas faire avancer la narration. Là, chaque numéro fait partie de la narration et fait avancer, c'est linéaire, il n'y a pas des pauses, on va dire, de narration au moment des chansons. Après, au moment de l'écriture, c'est, je pense, on va dire la musicalité de l'écriture, qui existe même dans un film non musical, au moment où on écrit, où du coup, il y avait certains dialogues qui m'apparaissaient sous forme un peu chanson, mais parce que dans leur énergie ou dans ce que ça disait des sentiments, c'était un peu... pas exagéré, mais si un peu exagéré justement, et c'est ça que j'avais envie de montrer. Donc il y a un peu 3 archétypes. Les personnages, celle qui est en blanc, la petite danseuse Garance, est très romantique, on va dire. C'est un peu l'archétype de la jeune post-adolescente romantique amoureuse. Manon, c'est celle du milieu qui est en colère contre la société, on va dire, et qui n'a pas sa place, qui cherche sa place. Et la grande sœur, donc celle qui a le pull jaune, elle va un peu jouer voilà, les réconciliatrices entre les 2 sœurs qui passent leur temps à se chamailler. Et donc en fait chacune a vraiment aussi enfin voilà, c'est des archétypes de personnages, et ça va avec certains types de chansons. J'avais effectivement envie d'avoir plusieurs types de chansons, pas qu'un style musical, mais donc il y a le Bollywood, il y a les claquettes, il y a du métal, il y a du slam, il y a plus version années 50 France Gall, il y a enfin voilà, il y a une petite c'est un panel de chansons. Ça s'est trouvé comme ça, c'est pas forcément je me suis pas dit ça va se faire dans cet ordre-là, mais c'est plus au fur et à mesure de l'écriture où j'avais des références au moment où j'écrivais. Donc dans c'est ma ça, tête. excusez-moi, pardon, je vous coupe, mais c'est ça, c'est pendant l'écriture où vous disiez ah bah tiens, ça là ça passe, ça va être Ça passe qu'en chanson. ça va être bien en chanson, et du coup même Ça avec passe une pas en référence, dialogue normal. Oui, complètement. D'ailleurs, bon, c'est le problème aussi d'un court-métrage, c'est que c'est court, et du coup il y a beaucoup de chansons par rapport à la durée du film. Vous pouvez nous dire combien? C'est très concentré. C'est Il y en a 7 ou 8, je crois. 7 ou 8. Incluant le générique, en fait, qui est de la techno russe, qui apparaît au tout début du film. Et voilà. Et le compositeur, c'était aussi un challenge de trouver quelqu'un qui créerait tout. Je voulais pas de musique déjà existante, donc il fallait créer tout ça. Et ça a été très facile de travailler avec lui, ce qui était une chance. C'était la première fois que je travaillais avec lui, donc voilà. Et je me demandais, est-ce que vous aviez déjà le casting au moment de la composition des musiques, et résultat vous saviez les voix qui allaient chanter par-dessus telle musique, ou alors ça a été dans l'inverse en fait? Vous aviez déjà les musiques et vous avez trouvé le casting après? Non, comme je disais tout à l'heure, j'ai écrit le scénario vraiment pour 3 comédiennes. Mais comme il y en a une qui est partie au moment où on allait commencer les répétitions, bah, clairement la musique avait déjà été écrite. Et la première, oui, la première qui s'est désistée, elle savait dès le début, elle aurait du théâtre en même temps, elle ne pouvait pas le faire, donc j'ai trouvé l'autre personnage. Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, j'ai plus recherché des profils que des voix. Donc après, ça a été plus ma coach chant qui a eu un petit travail pas forcément facile avec tout le monde, parce que tout le monde n'était pas musicien, n'avait pas forcément l'oreille voilà, pour apprendre les chansons, et surtout être en rythme aussi. Les personnes arythmiques, on ne peut pas faire grand-chose, et c'est un peu arracher les cheveux parfois, mais ça, avec un peu de montage son aussi, ça a fonctionné. Justement, moi, je voulais vous demander si, peut-être plusieurs questions en une, mais si vous étiez musicienne à l'origine,
peut-être quel était votre rapport à la musique et pourquoi cette envie aussi de comédie musicale absolument dans ce genre-là. Et si sur votre plateau et dans vos techniciens aussi, quel était le niveau de mélomanie et est-ce que ça aide aussi dans la fabrication d'un film de ce genre-là, quoi. Moi, effectivement, mon rapport à la musique a toujours été forcément assez proche. Donc, comme je disais, je fais du violoncelle depuis que j'ai 5 ans, donc quelque chose avec lequel j'ai grandi. J'en fais pas du tout d'un point de vue professionnel, donc c'est purement amateur. J'ai toujours beaucoup aimé travailler avec un compositeur ou une compositrice, puisque j'ai eu la chance à l'école de rencontrer donc, la compositrice anglaise dont on a entendu au tout début l'essai et avec qui j'ai fait 3 films à l'école. Et pour moi, c'était donc une évidence que ce soit elle qui fasse ce film-là. Là, dans mon film précédent donc de sortie d'école, j'avais déjà... La musique avait une part très importante, mais c'était pas une comédie musicale à proprement parler, mais toute la musique était déjà la musique originale et de deux personnes différentes. Après, je me suis rendu compte donc de venir à la comédie musicale, c'est devenu une sorte de passion, presque de drogue. J'en ai vu plus d'une centaine, je pense, et de tout type. Et c'est en fait très riche aussi dans tous les genres, puisque bon, le Bollywood est évidemment très différent de Me ou de Fred Astaire, Ginger Rogers ou de tout un tas d'autres comédies musicales qui existent. Et je sais pas, je pense que c'est une sorte de bulle, encore une fois. Et d'en regarder, moi, ça me rendait heureuse et du coup, j'avais envie d'en faire. C'est aussi simple que ça, j'avais envie de faire partager un peu de bonheur. J'espère que j'y suis un peu arrivée. C'est un peu prétentieux, donc je ne vais pas le dire moi. Nous allons devoir bientôt conclure. Donc, nous vous invitons à la projection. La dernière. Parce que en fait, c'est hyper important, je trouve, dans la comédie musicale, c'est justement comment on passe des scènes de classiques, enfin, je veux dire, normales, au passage en chanson. Ce passage, je trouve que c'est toujours un moment hyper délicat dans la comédie musicale. Il y a des gens qui le rejettent complètement, et c'est là où on peut trouver ça ridicule, cucu, ce qu'on veut. Et alors que, par exemple, les enfants l'acceptent complètement et s'en fichent de ce passage de l'un à l'autre. Juste comment est-ce que ce passage-là vous a angoissé, ou justement c'était un jeu, vous avez trouvé des... là par exemple la recette, moi j'ai vu que cette scène-là, j'ai pas encore vu votre film, mais ça marche très bien parce que vous avez trouvé un petit trick pour une façon de passer de la réalité à cette scène de... Et j'arrête après. Et voilà, donc comment juste vous avez géré ça? Est-ce que c'était une angoisse ou au contraire une façon de s'amuser avec le scénario et avec le... Non, c'est plus venu, comme vous parliez tout à l'heure de l'écriture elle-même, en fait, au moment de l'écriture, puis éventuellement du découpage, s'il y avait des séquences où il n'y avait pas ce passage naturellement déjà. Mais comme je disais tout à l'heure, pour le Bollywood, par exemple, c'est déjà une idée de mise en scène de savoir que dans la rue, on s'imagine une procession et qu'elles vont ensuite aller voir dans la rue. Donc c'est un passage du son à l'image qui permet aussi l'arrivée de la musique dans l'image. Et effectivement, souvent, il y avait ces choses-là. Alors, parfois, c'est plus sur des gestes ou des actions, de rendre les... De la même façon qu'un gros plan va montrer quelque chose va faire le zoom sur une chose en particulier. L'idée, c'était aussi de faire ces sortes de zoom sonores, parfois de façon sonore aussi. Et que du coup, ça entraîne une chorégraphie par le rythme même des choses. Parfois, c'est juste le rythme des gestes. Le tout début, la chanson qu'on a entendue tout à l'heure, Ma sœur, donc c'est la première chanson, le rythme est apporté par les objets qui sont posés en fait sur la table et la façon dont c'est dit. Et ça amène à la chanson. Donc ça a été réfléchi au scénario, à l'écriture et au découpage aussi. Mais ça m'angoissait pas. Mais c'est un challenge. C'est un des enjeux, effectivement, ce passage du chant au dialogue, au chant, au dialogue. Et vous allez voir, ça marche très bien dans le film. Donc, en tout cas, tous ceux qui ont envie de le voir, il est projeté donc là au début de la carte blanche au grec à 4h, juste en face, à l'Institut de l'Image. Donc, il y a pour commencer Blinis et après 5 autres films. Je voulais vous dire aussi qu'il y a un autre film du grec qui est ici en compétition internationale, qui est le film de Raphaël Lefebvre, qui est ici, là. Et aussi en pellicule. Qui est un film dans lequel il y a aussi une grande attention portée notamment à l'image, à la lumière, aux couleurs, et qui a aussi été tourné en pellicule. Et qui passe, donc, qui est passé hier et qui repasse demain,
vendredi, 14h30, 13h30. Donc demain en compétition numéro 6, je crois. Voilà. En tout cas, vous êtes bienvenus à cette carte blanche et pour pouvoir voir Plénis en entier. À tout à l'heure. Et merci beaucoup.